La mécanique du premier souffle du chiot et du chaton. À la naissance, tous les mammifères doivent impérativement respirer afin d'oxygéner son sang. Puis, au cours de sa vie, il produira spontanément plusieurs centaines de millions de mouvements respiratoires, qu'ils soient hommes, souris ou éléphants. La commande nerveuse responsable de l'automatisme respiratoire est élaborée par un réseau complexe de neurones du tronc cérébral. L'automaticité du rythme respiratoire est l'œuvre d'un générateur central du rythme situé dans le bulbe rachidien, capable de produire spontanément le rythme respiratoire chez le nouveau-né. Le rythme d'inspiration-expiration comprend 3 phases: inspiratoire, post-inspiratoire et expiratoire. Ce rythme de ventilation est sous-tendu par un rythme d'activation nerveuse qui prend naissance dans le bulbe rachidien. Plusieurs types de neurones respiratoires médulaires sont impliqués dans le fonctionnement du générateur du rythme et s'activent aux différentes phases du cycle ventilatoire de manière séquentielle en raison des interactions inhibitrices ou activatrices entre neurones au sein du réseau. Les neurones de chaque type sont liés au travers des connexions synaptiques à des motoneurones qui innervent les muscles inspiratoires et expiratoires du système ventilatoire. Le bulbe rachidien renferme 2 centres dans lesquels sont concentrés les neurones respiratoires: le groupe respiratoire dorsal, le groupe respiratoire ventral. Les neurones principalement présents dans ces 2 groupes sont actifs lors de l'inspiration. On parle de neurones inspiratoires et se projettent sur le corps cellulaire des motoneurones phréniques et intercostaux. Les activités neuronales sont en phase avec les activités musculaires au cours du cycle de ventilation. Ainsi, lorsqu'ils sont activés, ils stimulent les motoneurones, provoquant la contraction du diaphragme et des muscles intercostaux externes, d'où l'inspiration. À l'arrêt de leur activation, la stimulation des neurones n'a plus lieu, provoquant ainsi le relâchement de ces muscles et donc l'expiration. Y sont présents également des neurones expiratoires stimulant les motoneurones des muscles abdominaux et intercostaux internes lors de l'expiration active. Enfin, d'autres neurones projettent vers les muscles laryngés, pharyngés et bronchiques. Le générateur du rythme respiratoire est lui-même contrôlé par 2 boucles principales de régulation. Un premier processus de régulation est mécanique, médié par des mécanorécepteurs sensibles au mouvement. En situation de réanimation, insuffler l'air dans les poumons et la mise du thorax en position inspiratoire qui inhibe l'activité du centre respiratoire, ce qui provoque l'expiration, qui survient de manière passive. À l'inverse, aspirer l'air des poumons, c'est provoquer l'inspiration qui interviendra lorsque les poumons seront vidés plus que dans les conditions normales. Ces 2 réponses constituent les réflexes de Hering et Breuer. Un second mode de contrôle du rythme de ventilation est chimique, médié par les chémorécepteurs. Le rythme s'accélère quand la pression partielle en oxygène et le pH baissent, et lorsque la pression partielle en CO2 augmente. L'acidité du sang augmente avec la concentration de CO2. Les stimuli reçus par les récepteurs conduisent à l'augmentation de la fréquence de stimulation des neurones des centres respiratoires. La fonction de cette régulation est de signaler le besoin d'une ventilation accrue lorsque le sang contient du CO2 plutôt que de l'oxygène. L'anoxie désigne une diminution de la quantité d'oxygène distribuée par le sang au tissu. Elle résulte de l'anoxémie,
qui est une diminution de la quantité d'oxygène présente dans le sang. L'anoxie peut être causée par une insuffisance cardiaque, une pneumopathie ou l'anémie. Elle peut être également causée par un déclenchement de l'automaticité du rythme respiratoire laborieux, consécutif à un désengrainement placentaire, à une dystocie, hypotension maternelle, de la prématurité, un part languissant, une fausse déglutition du liquide amniotique, l'écrasement prolongé du cordon ombilical, un manque de stimulation thoracique et cutanée à la naissance. Le nouveau-né peut produire des mouvements respiratoires nommés gaspes, qui sont des inspirations brèves et très amples produits lors de l'hypoxie sévère. Un tirage costal, une assistance active de l'abdomen au mouvement respiratoire, avec une bascule thoraco-abdominale, l'abdomen qui se creuse à l'aspiration. Une tachypnée plus ou moins superficielle. Au niveau de la peau et des muqueuses, l'anoxie provoque une cyanose, c'est-à-dire une coloration bleu-violacée. Quand l'anoxie touche le cerveau, cela peut être dramatique. Le cerveau ne supporte pas longtemps le manque d'oxygène. Les conséquences vont de la perte de connaissance au coma, parfois irréversible, et les séquelles peuvent être lourdes. Ainsi, l'apport d'oxygène à un chiot ou chaton réanimé est indispensable pour prévenir les risques de lésions irréversibles. Un déficit en oxygène ne peut être comblé par l'air ambiant qui contient 20% d'oxygène. L'apport d'un taux élevé d'oxygène doit se faire le plus rapidement possible pour combler ces déficits et éviter les lésions et ses conséquences. C'est le cas typique du chiot ou du chaton qui fait la carpe 2-3 jours après la naissance. Le générateur du rythme respiratoire est contrôlé par 2 boucles principales de régulation. Nous l'avons vu, le premier processus de régulation est mécanique, médié par des mécanorécepteurs sensibles au mouvement, et le second mode de contrôle du rythme de ventilation est chimique, médié par les chémorécepteurs, liés à la pression artérielle en E2 et en CO2. Maintenant que nous connaissons la théorie, comment pouvons-nous techniquement aider nos chiots et chatons à bien démarrer dans la vie? Nous le savons, pour une bonne automaticité du rythme respiratoire, il faut libérer les voies respiratoires des liquides présents. Pour cela, nous avons recours à du matériel tel que les mouches bébés. Mais il demeure un risque d'entraîner une dépression thoracique importante. En effet, l'usage d'un mouche-bébé présente le risque d'une dépression thoracique importante par une aspiration mécanique mal gérée. La pression qu'il y a dans le réseau pulmonaire est très faible, si bien qu'une aspiration trop forte peut entraîner des lésions pulmonaires, comme toutes les atteintes alvéolo-capillaires qui font que l'oxygène n'est plus capable de diffuser. Ce sont les contusions pulmonaires, les hémorragies, les œdèmes aigus du poumon. Ceci va altérer la fonctionnalité de l'espace alvéolo-capillaire et est susceptible d'être à l'origine d'une hypoxémie. En conséquence, on va avoir une majoration du travail ventilatoire, un système de compensation caractérisé par un tirage costal, une assistance active de l'abdomen au mouvement respiratoire, la bascule thoraco-abdominale, ce fameux abdomen qui se creuse à l'inspiration, une tachypnée plus ou moins superficielle, le cas du chiot et du chaton qui fait la carpe. Cela dit, ce système de compensation a ses limites dans le temps, car cette majoration du travail ventilatoire va aboutir à plus ou moins longue échéance à une fatigue musculaire, qui va être à l'origine d'une acidémie métabolique et d'un épuisement ventilatoire et donc à un défaut d'élimination du CO2 et d'une acidémie respiratoire. Puis une majoration du travail cardiaque. On va pouvoir observer une tachycardie, une consommation d'oxygène accrue par le myocarde. Si l'organisme n'est pas bien ventilé, cela cause des troubles du rythme par l'apparition d'une acidémie jusqu'à la défibrillation ventriculaire. Nous avons vu que ce processus de régulation mécanique
sensible au mouvement musculaire de l'appareil respiratoire, ne se limite pas à l'aspiration de l'air dans les poumons vidés plus que dans les conditions normales. Il est également attendu d'insuffler de l'air dans les poumons pour activer les réflexes de Hering et Breuer. Il est possible d'user d'un ballon de type embu de 300 ml. Pour autant, ce type de ballon propose une pression telle qu'il pourrait également entraîner une pression importante dans les poumons, créant des lésions. La pression qu'il y a dans le réseau pulmonaire est toujours très faible, à l'aspiration comme à l'insufflation. Il est nécessaire de veiller à déprimer le ballon uniquement à l'aide de 2 doigts pour éviter d'exercer une pression trop importante. Le kit One Puff, qui veut dire premier souffle, est un matériel professionnel vous permettant d'aspirer les mucosités facilement et en sécurité pour l'animal, puis d'insuffler de l'air à l'aide du réanimateur pour déployer les poumons. Ces 2 mécaniques permettent d'activer les réflexes de Hering et Breuer. Ce kit peut être utilisé sur n'importe quel chiot nouveau-né, chaton ou autres petits animaux. L'unité d'aspiration, marquée A et équipée d'un masque A, aide à dégager les voies respiratoires et d'en tirer le mucus du nez et des poumons du nouveau-né avant la réanimation, tout en offrant une dépression thoracique maîtrisée afin d'éviter les lésions pulmonaires et les spasmes. L'unité de réanimation, marquée B et équipée du masque B, offre un volume d'air sûr et contrôlé d'insufflation, évitant les pressions thoraciques excessives causant des dommages aux poumons. Fabriqué à partir de matériel de qualité supérieure, il s'agit d'un dispositif médical de la filière vétérinaire. Ce kit a été développé, testé et éprouvé à l'échelle mondiale depuis plus de 16 ans pour une utilisation avec des animaux nouveau-nés dans une situation d'arrêt respiratoire ou ayant des difficultés à respirer. Ce système de réanimation fournit à l'utilisateur éleveur et pratiquant vétérinaire une solution permettant d'aspirer et de stimuler l'automaticité du rythme respiratoire chez les chiots nouveau-nés, les chatons et autres petits animaux de compagnie. Il permet à l'utilisateur de stimuler le processus de régulation mécanique médié par les mécanorécepteurs sensibles au mouvement musculaire respiratoire du patient afin qu'il engage l'effort de respiration involontaire. En fournissant ce principe fondamental à un moment de stress potentiel, le kit permet au patient nouveau-né affaibli d'avoir une chance de la séquençage de son propre réponse physiologique cognitive interne et ainsi inhaler et exhaler sur son propre compte. Cet oxygène, on le sait, c'est la base de l'aérobiose. Souvenez-vous-en, point important, c'est un gaz peu diffusible et surtout, c'est en matière de réanimation une obligation de moyens. On ne peut pas prétendre faire de la réanimation si on n'a pas un minimum d'oxygène. Vous avez un chiot ou un chaton en souffrance, vous ne savez pas par quoi commencer, commencez toujours par l'oxygène. Cela vaut également pour les chats et chiens adultes. Vous ne ferez aucun dégât, vous ne pouvez lui faire que du bien. Ça ne sera peut-être pas toujours suffisant, mais c'est toujours nécessaire. Après, le vétérinaire verra s'il faut le maintenir sous oxygène. Pour plus d'informations sur le thème de l'oxygène, nous vous invitons à consulter la vidéo nommée « Comment mettre en place une assistance en oxygène à l'élevage ». À bientôt sur www.breedershop.com.